Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de la série de webinaires au cœur des données, la recherche racontée par ceux qui la font. L'idée est simple, donner directement la parole à celles et ceux qui mènent la recherche, montrer concrètement ce que permettent les données de santé et partager les coulisses des projets, leurs défis comme leurs avancées. Donc, ce webinaire s'organise autour d'une table ronde qui va durer 30 minutes. La session est enregistrée et elle sera suivie d'un temps d'échange où vous pourrez poser vos questions à l'aide du bouton de chat qui est situé en bas de votre écran. Alors aujourd'hui, nous allons parler du projet TAMI qui a été sélectionné en 2020 à l'occasion d'un appel à projet qui a été porté avec la Banque publique d'investissement par 3 équipes universitaires, hospitalières et industrielles. Son ambition, améliorer l'analyse des cellules sanguines grâce à l'imagerie et à l'IA et entraîner des algorithmes capables de mieux identifier et caractériser les cellules. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir ici l'équipe TAMI. Avec le professeur Yannick Gottesman, vous êtes docteur en physique, spécialiste en optique et métrologie et professeur à Télécom Sud Paris, membre du laboratoire Samovar au sein de l'Institut Polytechnique de Paris. Vos travaux portent notamment sur l'imagerie biométrique, l'optique calculatoire et l'intelligence artificielle appliquée à la santé. Vous développez des approches innovantes pour la caractérisation des composants et l'identification sécurisée, et vous êtes le pilote du projet TAMI. Docteur Vincent Lemarie, vous êtes médecin biologiste, vous exercez au sein du service d'hématologie biologique de l'hôpital Avicenne à Bobigny, et vous participez à la triple mission de soins au sein de la PHP, de recherche, d'enseignement et de soins. Jacques Lessard, vous êtes président de Tribin, une entreprise spécialisée depuis 1988 dans la numérisation d'images microscopiques, de tissus biologiques, notamment pour des applications en diagnostic médical et en recherche. Votre expertise couvre l'analyse d'images, la biologie et le développement de solutions technologiques pour la santé. Yes Bouchama, vous êtes chercheur en IA et en imagerie biomédicale. Vos travaux portent notamment sur l'amélioration de la résolution d'images microscopiques et l'application de l'IA à l'analyse de données biologiques. Donc, bienvenue dans cet épisode. Quand l'imagerie cellulaire rencontre l'IA, nous allons démarrer. Donc, vous avez lancé TAMI pour améliorer le processus d'analyse sanguine. Qu'est-ce qui a motivé ce projet et quelles étaient vos ambitions initiales, Dr Lemarie? Donc, bonjour à toutes et à tous. Les ambitions initiales, c'est partir d'un constat que l'offre aujourd'hui en microscopie automatisée pour les laboratoires d'hématologie, en fait, ne rend pas le service attendu. Les équipements restent chers et finalement, en termes de diagnostic, on n'obtient pas une qualité suffisante de résultats pour pouvoir réellement intégrer ces systèmes en diagnostic. L'idée était donc de repenser la chaîne et de se demander si finalement les progrès devaient porter plutôt côté IA ou plutôt côté microscopie. En discutant donc avec l'équipe qui est ici, on est parti sur l'idée de développer en cytologie et hématologie une microscopie augmentée. Et donc c'est l'équipe de Yannick et de Jacques Eliès qui ont permis d'avancer. Oui, donc Yannick, vous pilotez le projet dans le cadre de ce consortium. Comment ce besoin résonne ou a résonné à l'époque avec vos travaux de recherche quand vous êtes lancé dans l'aventure TAMI? Déjà, ça me semblait un projet qui était très riche au niveau applicatif et aussi au niveau technique, parce qu'à l'époque, en fait, les solutions qui existaient, c'était des solutions qui reposaient essentiellement sur la microscopie classique, avec des limitations qui sont connues, c'est-à-dire on a des difficultés à très haute résolution à acquérir sur des grands champs de vue, donc on a des surfaces de mesure qui sont petites, donc ce qui complique la vie pour faire une numérisation de très grandes surfaces. Et en plus, on a des problèmes de mise au point sur l'ensemble du champ. Bon, donc on se disait qu'il fallait prendre une nouvelle approche, et il se trouvait qu'on développait à l'époque une technique de microscopie calculatoire ou computationnelle qui repose sur une approche où finalement l'image est obtenue après calcul et pas directement au foyer du microscope. Et alors, l'avantage de cette technique, c'est comme elle est calculatoire, elle permet de compenser beaucoup de choses sur le champ de vue. Notamment, elle permet d'introduire de la super résolution, compensation d'aberration, ce qui permet d'avoir des images qui sont nettes partout, et finalement de gagner en champ de vue sur le microscope. Par ailleurs, elle produit une image inédite par rapport à la microscopie classique, puisqu'elle repose sur l'holographie. Donc elle permet d'avoir une mesure de
épaisseur optique en tout point du champ de vue. Donc c'est une information complémentaire qui caractérise finalement le temps que met la lumière pour traverser l'échantillon. Et donc la grande question qu'on se posait dans ce type de projet, c'est est-ce qu'on va être capable finalement avec ce type de microscope d'information beaucoup plus discriminante sur les échantillons pour pouvoir aller là où la microscopie classique ne savait pas faire. Et le deuxième élément, finalement, quand on a regardé l'appel du HDH, enfin de la plateforme de données de santé, on s'est dit c'est vraiment le bon endroit pour le faire parce que il y a une problématique donnée. C'est-à-dire qu'il faut avoir une grande base d'échantillons pour pouvoir commencer à étudier les problématiques à une échelle qui est grande. Donc il y a un problème d'IA et un problème instrumental. Donc voilà, donc c'est l'opportunité qu'on a saisie en soumettant le projet. Super, merci. Et vous, Jacques? Moi, j'ai un petit peu un point de vue d'industriel qui a agi assez longuement dans le domaine de la microscopie diagnostique. Dans le domaine de l'étude des tissus en anatomopathologie, il y a eu tout un ensemble de progrès qui amènent à des solutions assez performantes de numérisation automatique. Par contre, il y a une discipline qui reste un petit peu sur le côté, ça c'est ce qu'a signalé Vincent, c'est l'étude à l'échelle des frottis sanguins, l'étude cytomorphologique des frottis sanguins, qui nécessite beaucoup d'informations très détaillées à haute résolution sur une grande diversité de cellules qui est répartie sur une très grande surface de frottis. Une image de haute résolution, chaque cellule est focalisée avec précision et facilement caractérisable, dépasse, je rebondis encore sur ce qu'a dit Vincent, l'état de l'art actuel, c'est-à-dire des solutions commercialisées. C'est un problème à résoudre auquel Yannick et moi avons décidé de nous adresser en prenant la question vraiment à la racine. Moi, c'était plutôt d'un point de vue de l'optique physique pure, qui nous a poussé à essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait extraire comme informations qui sont déjà intrinsèques aux cellules, en s'appuyant un petit peu plus sur les méthodes de la physique, par opposition aux pratiques habituelles qui est basée sur la chimie, qui sert de colorant, de marqueur pour identifier, caractériser les cellules et les molécules. Et donc c'est ce qu'on a fait en choisissant une technique d'holographie spécifique qui finalement s'est révélée développer des bénéfices au-delà même de ce dont je pouvais rêver. Pour moi, son apport s'est révélé quasiment magique. Non seulement elle apporte pour chacun des objets d'étude un niveau de détail très discriminant, mais elle permet aussi de recueillir des informations sur une très très grande quantité de cellules, pas juste localement sur une cellule, facilitant une bonne représentation du tissu étudié. De plus, elle délivre simultanément deux données complémentaires sur les cellules, l'absorption qui est habituellement associée au colorant, mais aussi une information de physique, de parcours optique, qui nous permet d'accéder à des différences de détail indépendamment de la coloration des cellules. Ainsi, la proposition de Tami nous apparaît extrêmement intéressante parce qu'elle permet de susciter l'intérêt de la communauté des biologistes pour cette nouvelle approche et aussi de produire et mettre à disposition une base d'images multimodale finalement qui sera très rapidement exploitable dans un environnement protégé, accessible pour apprentissage et développement sur une plateforme de données de santé, quoi. Donc voilà, l'intérêt est absolument évident. Donc juste peut-être pour compléter ce que dit Jacques, je pense qu'il est important de souligner que finalement TAMI est partie d'une coopération qui est entre finalement une demande hospitalière et puis une réponse universitaire ou industrielle qui est parfaitement synchronisée, c'est-à-dire qu'on écoute les besoins des biologistes et finalement on bâtit une réponse pas avec
à partir de cette demande. Et ça, ça a vraiment bien marché sur Tami pour arriver finalement, comme on le verra peut-être, enfin, des résultats qui sont réels et applicables. C'est vrai, on n'avait pas une connaissance des solutions. On n'est pas en train de mettre en avant une solution pour que ça serve. C'est les besoins qui nous ont poussés à chercher dans l'arrière-boutique quelles pouvaient être les solutions qui répondent à ces besoins. Et on est allé les chercher. Et réunir aussi les équipes qui sont capables de jouer sur les différentes dimensions, c'est-à-dire industrielle, physique, IA et biologique. Donc, bon, il y a toutes ces équipes qui étaient réunies. Il faut aussi reconnaître que ces équipes avaient des habitudes de travail historiques ensemble depuis quelque temps. Donc on voit effectivement un consortium bien réussi avec les différentes typologies d'acteurs autour d'un projet qui est quand même relativement complexe, on l'entend, hein, pour les non-sachants, la création d'une technique de microscopie augmentée qui permet de reconstruire ces images en super résolution finalement. Comment vous avez fait, comment vous y êtes pris, quelles ont été les différentes étapes? Ça pourra aussi inspirer, je pense, un certain nombre de chercheurs peut-être qui voudraient s'inspirer de votre expérience. D'accord, merci. Donc d'abord, nous avons optimisé les paramètres de microscopie et toute la chaîne de mesure avec toute l'équipe, avec un objectif clair en cytohématologie, c'est d'avoir sur de grandes surfaces des images bimodales en phase et en intensité, en haute résolution, avec une résolution équivalente à la référence actuelle en hématologie qui est le Stantix à immersion. Donc nous avons organisé toute la chaîne de traitement, de la numérisation jusqu'à la notation, en définissant un protocole standardisé et en nous appuyant sur des modèles de reconstruction qui avaient déjà été développés par Yannick Gottesman. Et donc, dans le projet Tami, comme l'objectif était de constituer une base de grande qualité sur les 3 lignées cellulaires, il fallait définir un processus automatique qui permettait le traitement et l'obtention d'images au bon focus sur l'ensemble de la base de données. Et moi, comme pendant ma thèse, j'avais déjà développé des méthodes de refocalisation automatique sur des échantillons biologiques par intelligence artificielle. On les a adaptés à ce projet Tami. Et donc, j'ai adapté les codes et les données qu'on devait utiliser pour ce type de projet. On avait fait des tests en local. Et puis, on a déployé nos codes pour l'apprentissage de cette méthode de compensation de focus sur la plateforme du HDH. Avec les équipes du HDH, on avait configuré un environnement de travail. On avait défini un processus à étudier un peu sur la plateforme qui était l'apprentissage de cette méthode de compensation de focus avec différentes conditions de taille de batch d'apprentissage, de conditions, des conditions d'apprentissage, des types d'erreurs. On avait fait différentes expériences et à la fin, on avait développé un modèle de refocalisation qui donnait de bonnes performances. On avait un peu estimé quels étaient l'apports de ce type de plateforme distribuée. Et donc, les modèles qu'on avait développés avaient permis après de produire des images sur les 3 lignées cellulaires au bon focus. Et donc, les images derrière ont pu être annotées sur les amas plaquettaires, les globules blancs et les schizocytes. Et donc, derrière, ces images annotées nous ont permis de développer des classes sur les 3 lignes. Et donc, après, toutes les étapes ont été faites. Il y a des étapes qui ont été faites à l'intérieur du HDH, d'autres à l'extérieur. Au début, la gestion de la bimodalité n'était pas intégrée à la plateforme. Donc, pour des questions de rapidité, on a préféré utiliser ça à l'extérieur et d'autres aspects de calcul ont été faits sur la plateforme. Donc, ce qu'on peut ajouter, c'est que le travail de refocalisation que Yes a fait et qui est central finalement dans l'intérêt de cette bimodalité n'est rendu possible que grâce au fait qu'on dispose d'une double information, à la fois d'absorption et de parcours optique, qui permet de recalculer avec précision le focus à différentes épaisseurs de l'échantillon. Du coup, chaque objet va être focalisé individuellement grâce à cette double modalité. Ce n'est pas une interpolation de calcul, une optimisation de la focalisation comme il se pratique habituellement. Là, les informations sont bien là, on les regroupe pour disposer de cette focalisation optimisée, objet par objet, et pas non seulement plan par plan. Peut-être pour illustrer un peu les choses, il y a un transparent, je pense, qui présente un peu la situation et qui compare en fait la microscopie par rapport à la microscopie classique. Donc, le carré central, c'est le champ typique qui est utilisé pour un microscope
microscope conventionnel, donc sur les automates actuels. Et le champ en bleu, enfin toute l'image finalement, c'est ce que nous on récupère en une seule passe. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que sur l'ensemble du champ, quelle que soit la position de l'objet, en fait, on est capable d'avoir un objet qui est résolu de façon optimale. Donc il n'y a plus de problème de qualité avec cette technologie sur l'ensemble du champ. Ce qui permet du coup de faire l'acquisition sur de très grandes surfaces. Et donc, Yannick, on peut peut-être aussi préciser que pour les biologistes, finalement, l'apparition de le développement de cette microscopie augmentée répond à une exigence en fait qui est primordiale pour nous, c'est qu'on ne va pas changer de référentiel couleur. Et donc, à partir de... Alors, peut-être la diapositive suivante illustre ce qu'on peut obtenir. Donc, sur un polynucléaire neutrophile ici, donc la microscopie par holographie, en fait, va permettre d'obtenir des images dans 3 longueurs d'onde dont l'intensité est en phase. Et il y a une reconstruction possible dans un code couleur qui est très connu des cytologies, c'est-à-dire que les résultats, eux, peuvent s'en saisir, peuvent utiliser l'outil sans avoir à faire un réapprentissage finalement de la cytologie. Et ça, c'était vraiment primordial pour une réponse technique un peu dans le vide. Et Yannick, tu peux ajouter que les 6 canaux permettent de décoder des informations complémentaires non visibles sur l'image couleur. En termes de bimodalité, par exemple, si on regarde les images du haut et celles du bas, on voit qu'il y a des différences qui sont un peu subtiles, mais qui sont quand même manifestes, ce qui veut dire qu'il y a vraiment un complément d'information sur déjà en fonction des longueurs d'onde et aussi en fonction de si on regarde l'intensité ou le parcours optique, c'est-à-dire la phase. Et ça, c'est des informations qui vont être absorbées par les algorithmes de classification pour justement savoir les utiliser pour séparer mieux les classes des objets. Donc on facilite la vie des outils d'IA en leur donnant une information beaucoup plus complète et sécurisée par le traitement qui ont été mis en œuvre. Ça, tu en avais déjà parlé de la manière de reconstruire l'image en ayant des algorithmes guidés par la physique. Oui, effectivement, pour obtenir ces images-là, finalement, dans les réseaux, donc c'est un aspect particulier du travail. C'est les algorithmes qui ont été développés. Sur les aspects classification, on tient compte effectivement de développer des algorithmes d'IA qui aussi. Et pour l'empêcher de déraper, guider ses cadres. On commence à voir qu'il y a un certain nombre de résultats effectivement très concrets et utiles, même pour la pratique des cytologistes. Peut-être juste avant de revenir plus en détail sur les résultats, quels ont été les principaux obstacles techniques, réglementaires que vous avez dû surmonter pour arriver à ces résultats? Je vais peut-être commencer par le réglementaire. Ça a été un peu compliqué. Donc, en fait, dans TAMI, on recueillait des données parfaitement anonymes, parce que c'était des images de cellules à l'unité, donc globules blancs, globules rouges ou plaquettes. Alors, on ne s'attendait pas du tout à rencontrer des difficultés pour constituer notre base, et pourtant, finalement, un partenaire hospitalier, finalement, c'est un type de recherche qui est pas classique. Autant l'hôpital est parfaitement rodé pour organiser des recherches cliniques avec des patients, pour évaluer des traitements. Autant là, effectivement, on demandait quelque chose que ne peut pas faire habituellement en milieu hospitalier, donc ça a pris beaucoup de temps. Les échanges donc côté DPO ont été longs pour prouver que la base était anonyme, qu'on avait finalement un minimum de contraintes. Alors, ça a été accepté, mais c'est vrai qu'on a eu un peu l'impression au début d'essuyer les plâtres, et on espère que pour les recherches suivantes, les choses seront plus faciles. D'un point de vue technique, on n'a pas vraiment eu de difficulté parce qu'on avait géré bien en amont les process de maîtrise de la qualité de la base de données avec plusieurs niveaux de vérification. Donc, on a eu un premier niveau de vérification à la phase de numérisation pour vérifier que les images obtenues étaient de bonne qualité. Un deuxième niveau de vérification au niveau de l'annotateur et par les médecins qui vérifiaient qu'ils avaient des images de bonne qualité et que ça permettait de bien avoir des annotations. Et même un troisième niveau qui vérifiait à la fin de l'apprentissage qu'il n'y a pas eu de mauvaise gestion ou de trucs aberrants qui a été fait dans la base. Donc, on n'a pas eu de soucis du côté technique. Très clair. Et du coup, donc,
concrètement ces résultats, peut-être aussi pour votre pratique. Qu'est-ce que vous en tirez concrètement? Alors pour valider Tami, en fait, on est parti de questions finalement assez simples. C'est-à-dire que comme il y avait quand même un gap technique important à franchir, on s'est dit côté hémato, on va peut-être finalement serrer les problèmes à trois questions relativement simples, qui finalement s'avèrent être un peu compliquées, au moins pour les schizocytes. Côté résultat, donc, concernant les globules blancs, donc l'objectif était la classification des 5 catégories de globules blancs chez le patient, chez le sujet normal. Donc là, on obtient des résultats qui sont très intéressants, c'est-à-dire que le système permet une très bonne discrimination des 5 populations, et en se comparant finalement avec l'offre actuelle, on fait mieux que les dispositifs qui sont historiquement sur le marché. Côté amas de plaquettes, c'est pareil. C'est un sujet qui finalement était assez mal réglé en particulier par l'offre historique en microscopie automatique. Donc là, on est à des résultats qui sont satisfaisants. Et côté schizocyte, donc il y a une question qui n'a jamais été réglée finalement. C'est une question assez simple en hémato. C'est finalement une reconnaissance de forme au niveau des massifs fragmentés. Expliqué comme ça, on se dit c'est très simple. En réalité, il y a une variabilité qui est importante quand c'est fait manuellement, et aujourd'hui, ça n'est fait que manuellement. Et là, avec Tami, avec cette disponibilité de données très importantes, en fait, on arrive finalement à un résultat qui est parfaitement satisfaisant, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on est prêt probablement à pouvoir compter automatiquement les schizocytes, ce qui jusqu'à maintenant n'a jamais été fait. Du côté technique, je pense que le projet nous a permis aussi de montrer finalement le bien fondé de l'apport de la phase en plus de l'intensité. Donc c'était vraiment la grosse interrogation, et là je pense qu'on y répond de façon très claire autour de cet apport-là. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ça nous a permis aussi de fonctionner ensemble, donc c'est-à-dire de forger au quotidien finalement les outils qui permettent de piloter l'ensemble de la chaîne de mesure et de la rendre adaptable, avec une connaissance terrain qui est très forte. C'est-à-dire qu'au début, évidemment, on avait des outils qui étaient un peu standards et qui ont été vraiment orientés pour qu'à la fin, ça puisse aller vers l'hôpital. Donc, et un des succès, à mon avis, de Tami, c'est finalement d'arriver d'un TRL, donc en termes de technologie, qui était du niveau 4 vers un niveau 6, en fin de programme 6-7. Donc c'était bon, voilà, donc finalement on a une chaîne de mesure qui est disponible. Bien entendu, une des questions qui va rester à aborder, c'est les cas pathologiques, donc qui vont faire la suite pour avoir un avenir, mais au moment où on sait qu'on a les outils, et maintenant on va pouvoir les aborder de façon assez sereine pour la suite. Ce qu'on peut dire de plus, peut-être, Yannick, c'est que la phase nous a permis sur un très grand champ d'image, sur un canal à faible débit, de récupérer des informations de très haute résolution, cette reconstruction d'une phase de qualité. Du coup, ça a permis d'avoir une représentation des cellules bien plus grande que ce qui est pratiqué habituellement. En gros, par champ de vue, on a 25 fois plus. Ce qui permet, sur les schizocytes et sur les plaquettes, d'offrir des résultats qui sont vraiment représentatifs des tissus qui sont observés, quoi. Et donc, la phase est quand même vraiment centrale dans toutes nos affaires. Et du coup, je crois que vous avez communiqué auprès de vos pairs, docteur Lemarie. Quels sont leurs premiers retours? Oui, on a déjà eu 2 communications orales, donc à la Société française d'hématologie, et une communication orale à l'ISLH. A priori, donc les retours sont très positifs. La communauté, je pense, des biologistes est très intéressée. On a un article en soumission. Puis, on espère finalement maintenant passer l'étape suivante, c'est-à-dire aux questions pathologiques. Dans des revues un peu plus spécialisées aussi, on a eu d'autres publications au niveau physique ou à l'interface entre la physique et l'IA. Et donc là aussi, l'accueil est très positif. Et il y a un élément qui retient l'attention, en tout cas, de ce qu'on en voit, c'est l'injection de la connaissance physique dans les réseaux de neurones, qui était une nouveauté à l'époque, puisqu'on
c'est un travail qui date de 2022 à peu près, ou 2000, enfin moi, c'était balbutiant, et voilà, c'est un des points d'accroche en tout cas qu'on a régulièrement. On sent qu'il y a une envie de continuer à travailler ensemble au-delà de Tami. Et du coup, quelles sont les perspectives peut-être pour cette nouvelle technique? Et puis du coup, on entend aussi aller au-delà des lames de patients sains, aller creuser un peu plus des segments pathologiques. Donc, la même équipe, oui. On prend les mêmes et on recommence. On prend les mêmes et on recommence. Donc, on a obtenu finalement des financements pour 2 projets pour aller au-delà de Tami. Donc, pour ouvrir nos questionnements, maintenant que l'outil est disponible et validé, finalement, c'est de s'ouvrir sur des questions de pathologie. Donc, pas uniquement rester sur la classification des blancs, la reconnaissance des amas de plaquettes ou des comptes des schizocytes. Donc, ça, c'est le projet OPED qui est financé par l'ANR. Et puis, la cytologie en diagnostic, en fait, elle n'existe pas toute seule. C'est-à-dire que pour avoir ou aboutir à un diagnostic hématologique, on va intégrer des données morphologiques, des données d'immunophénotypage, des données de biologie moléculaire, des données cliniques. Et ça, donc, ça fait le sujet d'un deuxième projet qui s'appelle FM4L, donc qui est lui aussi financé par l'ANR et qui vise finalement, dans le cadre peut-être un peu plus restreint des leucémies aiguës, à intégrer justement dans une approche multimodale finalement la totalité de ces résultats morphologiques ou non morphologiques. Donc il y a du travail. Oui, il y a du travail et puis de la simulation. L'intérêt finalement l'accueil très favorable des cytologistes, les résultats de Tami nous ont conduit à décider une mise sur le marché assez rapide, en tout cas pour les applications en recherche, dès cette année. Et en fait, les techniques de microscopie computationnelle, calculatoire ou computationnelle, ont un deuxième intérêt, c'est elles diminuent fortement les contraintes qu'on a sur les caractéristiques mécaniques et optiques des dispositifs, et ce qui nous facilite la réalisation d'une infrastructure de microscopie qui associe donc des scanners de lames de frottis sanguin, comme celui qui est présenté là, sans d'énormes efforts. Donc on peut utiliser des solutions relativement simples pour obtenir cette information bimodale de haute qualité. Cette partie-là est complétée par une plateforme de management des images qui sont produites. Là, on peut tirer parti d'une grosse expérience qu'on a développée depuis quelques dizaines d'années pour les pathologistes. Et puis, un ensemble d'outils favorisant le développement de catalogues de biomarqueurs qui finalement vont être les outils principalement utilisés par les médecins. Donc ces outils facilitent le travail d'annotation, de validation de ce qu'on produit. Les 2 projets financés par l'ANR et qui équipe ce laboratoire commun, qui associe effectivement tous les gens qui sont autour de la table, en plus des équipes de Sorbonne Université et de Paris Sciences et Lettres. Donc le groupement est plus grand. Et donc ce laboratoire commun qui fonctionne depuis 5 ans est maintenant pérennisé grâce à cet ensemble de projets. L'ambition maintenant est de passer du jumeau optique, cette imagerie bimodale enrichie de cellules de Frottis, au modèle de jumeau numérique qui prend en compte, comme l'avait indiqué Vincent tout à l'heure, tout l'ensemble de données patients et qui vise, au point de vue pratique, un diagnostic plus précoce et un diagnostic consolidé. Donc ça, c'est dans ce projet que nous sommes engagés tous ensemble avec Sorbonne Université et PSL maintenant. C'est celui-là qui est très prometteur et qui nous permettra peut-être
d'être pionnier dans le domaine de cette imagerie de nouvelle génération au plan mondial. Merci, en tout cas, c'est très clair. Une dernière question, en tout cas, on voit que les résultats ont porté leurs fruits et que du coup, c'est aussi un des objectifs à la fin, que ces travaux sur données de vie réelle puissent derrière servir des projets qui derrière vont servir au final les patients, parce que c'est aussi un peu pour ça qu'on est tous autour de la table. Peut-être dernier point, parce qu'on savait notre attachement à la plateforme des données de santé pour les travaux d'Open Science, et je sais aussi, Yannick, de ton côté, l'open science est un point aussi important. Qu'est-ce qui sera partagé demain à la communauté sur ces travaux, Tammy? Alors c'est une base de données qui est énorme et donc qui contiendra des images d'intensité de phase donc, sur cette technologie. Et c'est la première, à mon avis, qu'on connaît au niveau mondial, en termes de nombre, en termes de qualité de l'image, en termes de qualité d'annotation. Alors, pour le détail, j'ai noté, voilà, il y aura à peu près 27 000 globules blancs, plus de déminés massifs schizocytes, et des images de plaquettes, 700 images de plaquettes. Et finalement, ça provient... Des globules blancs en imagerie bimodale pour les plaquettes et des studios. Simplement, en image d'identité, ça suffit. Ouais. Tout à fait. Et finalement, il y a aussi une centaine de lames de frottis finalement qui sont disponibles. Alors, ce que ça permet de faire, en fait, c'est finalement de fédérer le travail. Donc, si on veut pouvoir que cette technique se développe, je pense que c'est important de pouvoir penser à ce côté fédératif. Donc, l'accès à ces données permet déjà aux non-spécialistes de commencer à apprendre le contenu, regarder un peu ce qu'il y a dedans. Pour les spécialistes, de tester aussi et développer des marqueurs pour à la fin, finalement, résoudre les problèmes qui sont en cours de... Donc, je pense que c'est une démarche qui est assez constructive pour l'ensemble. Et puis, au niveau scientifique, ça nous permet aussi de faire de la communication et donc de faire de l'attractivité sur ce type de sujet. Donc, il y a un élément aussi important, puisque pour avancer, il vaut mieux être visible. Merci pour cette présentation complète. Je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon du projet Tammy et de ses perspectives très enthousiasmantes. On va laisser la place et du coup aux participants qui, j'en suis sûre, ont des questions à vous poser. Alors, donc dans le chat, on vous rappelle, vous pouvez poser vos questions directement. Alors, quelle architecture utiliser? YOLO, auto-encodeur, CNN modèle fonctionne sur la lame entière WSI ou sur une partie de la lame? Alors, c'est très technique, donc peut-être... répondre. Les architectures utilisées, pour tout ce qui est schizocytes et plaquettes, on avait utilisé déjà architecture de type YOLO, oui, pour détecter à la fois les schizocytes et les plaquettes individuelles et les amas plaquettaires. Pour les globules blancs, il y a aussi un YOLO pour les détecter, puis une classification qui a été faite avec un modèle de type ResNet. Et puis pour l'amélioration de la qualité des images, c'est un modèle de type auto-encodeur UNET qui a été utilisé, CNN, qui travaille à la fois au niveau des champs entiers et qui peut même être adapté au niveau des WSI, donc où on a de l'expérience dessus. Merci. Une seconde question, y aurait-il selon vous un intérêt à intégrer des données d'exposomes, par exemple exposomes socio-économiques, exposition aux polluants? Alors, je crois qu'on n'en est pas tout à fait là. C'est-à-dire que là, ça va être probablement le projet, mais après FM4L. Non, là, je crois qu'on est juste sur... donc, Tammy a porté uniquement sur de l'imagerie. Peut être complété par OPED pour tout ce qui est pathologie. Donc après, je veux dire, là, c'est un projet à beaucoup plus long terme pour cette question-là. Ouais. Oui, on enchaînerait peut-être des données d'exposomes plus tard autour. Oui, mais c'est voilà, plus tard. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? Si vous voulez ajouter quelque chose aussi en attendant. Dans le projet ANR à venir, la question est, il n'y a pas de notion d'exposome dans le projet ANR à venir? Non. Non. Dans FM4L, en fait, on va intégrer finalement des données qui sont issues de toutes les approches diagnostiques mises en œuvre dans le diagnostic des leucémies ou des lymphomes. Donc, c'est à la fois de l'imagerie,
bien évidemment, puisque c'est en rapport avec le développement de la microscopie augmentée, mais aussi donc des techniques de caractérisation des cellules pathologiques par soit marquage, c'est de la cytométrie, soit par études génétiques et moléculaires en cytogénétique et en biologie moléculaire, NGS. Au-delà de ça, il y aura quelques données démographiques concernant le patient, mais on n'ira pas au-delà ni sur les facteurs de risque, ni sur d'autres choses. C'est-à-dire que là, ça fait déjà un énorme paquet à intégrer. Donc, je crois que ça sera sur un troisième projet, il faudra qu'on revienne. Autre question. Estimez-vous une issue possible pour la parasitologie, babésiose, paludisme ou la bactériologie, ehrlichiose, bartonellose? Alors, oui, il y a des issues possibles. Il y a même finalement en parallèle à ce qui est développé en hématologie, finalement, une autre thématique qui est la parasitologie, alors qui est la parasitologie côté palu. Mais finalement, sur les bactéries, donc babésiose, bartonellose ou ehrlichiose, ça sera accessible de la même façon. Donc, pour le palu, le travail qui est mené avec le centre de référence de la Pitié-Salpêtrière, je crois qu'on est quasiment abouti, dans le sens où la sensibilité de détection, grâce à la microscopie augmentée, avoisine la détection de la biologie moléculaire. Et après, il reste une étape de validation sur le diagnostic d'espèces, où là, on va dire c'est en cours, parce que c'est pas encore sorti. Mais pour les autres bactéries, je pense qu'une fois que ça sera validé pour le palu, ça va devenir accessible assez rapidement aux autres pathologies infectieuses. Ouais. On peut même dire que c'est le palu qui nous a lancé dans cette technologie, parce que au moins, contrairement à la cytohématologie où les questions sont assez complexes, pour le palu, on avait des questions extrêmement simples. Donc, en réalité, cette technologie a d'abord démarré sur le palu et on est revenu à l'hématologie en espérant pouvoir obtenir des résultats concrets en cytohématologie. Alors, pour l'étude des autres tissus, on ne s'est pas concentré sur l'étude des autres tissus, mais on peut imaginer que en anatomopathologie, pour les autres tissus histologiques, cette technique peut aussi avoir de nombreux apports. En particulier, probablement minimiser l'usage des marqueurs immunohistochimiques et à partir d'une simple imagerie morphologique, arriver à reconnaître toutes les anomalies tissulaires. Donc l'ANAPAT est également un tissu d'expérimentation. Les solutions actuelles font assez bien le boulot parce qu'elles prennent en compte l'architecture des tissus, toutes sortes de marqueurs, mais cette imagerie bimodale peut apporter un progrès important également en ANAPAT. Et pour vos futurs développements, peut-être, par exemple, pour reprendre l'exemple de la parasitologie, vous allez vous appuyer sur des bases de données qui seraient demain. Non, c'est pas les futurs développements, c'est les développements en parallèle dont on n'a pas parlé maintenant. D'accord. Donc, c'est des développements qu'on a engagés. Et vous appuyez sur cette base de données, la Pitié, du coup? La Pitié-Salpêtrière, en une station, ils produisent des données. Vous voudriez dire qu'il faudrait qu'on les partage sur la plateforme de données de santé. On va évoluer. Non, mais l'idée, c'est est-ce qu'on a assez de bases de données justement représentant, et j'imagine que peut-être est-ce qu'il faut aller travailler sur des bases de CHU Outre-mer ou ailleurs pour pouvoir s'appuyer sur des bases de données. Oui, mais c'est un centre de référence qui regroupe des dizaines de sites. C'est une question qui se pose, le partage aussi. Oui, tout à fait. Pas du tout. De façon générale, on a toujours intérêt à avoir accès à des échantillons les plus larges possibles, de différents centres pour pouvoir cumuler l'information et comprendre la variabilité. Donc c'est quand même un travail qui est, à mon avis, intéressant à mettre en place. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, bien sûr, avec comme difficulté, donc pour le palu, c'est une pathologie très fréquente. Donc là, il n'y a aucun souci de recrutement. Pour les autres pathologies qui ont été citées, c'est l'inverse, c'est des pathologies rares. Donc là,
l'approche multicentrique, elle est essentielle parce que finalement, chaque centre soit n'est jamais confronté avec cette éventualité, parce que le recrutement ne s'y prête pas, soit quand les centres concernés, donc là, la personne qui a posé la question vient de Colmar, et donc dans l'Est de la France, ces pathologies effectivement émergent, mais ça reste des éventualités très rares. Donc effectivement, la démarche multicentrique, elle est très importante. Existe-t-il des contraintes de coloration des échantillons? Actuellement, les frottis qui sont scannés, c'est des frottis colorés en MGG. Mais une offre. Alors oui, là, donc le Megrunwald Giemsa, donc c'est en France ou en tout cas en Europe, c'est la coloration historique donc pour la cytologie microscopique. Les contraintes, en fait, il y avait une variabilité parce que finalement la technique a été longtemps interprétée entre guillemets par chaque centre. Aujourd'hui, en fait, la standardisation de la coloration, elle est acquise par le fait que chaque laboratoire ou tous les laboratoires maintenant disposent d'étaleurs colorateurs automatiques. Donc finalement, les processus de coloration ont gommé largement gommé les problèmes de coloration. Il y a aussi des travaux qui sont faits sur des frottis en label free, sans coloration. On explore l'apport de cette technologie sans utiliser totalement de coloration et du coup, ça permettrait de gagner du temps à la fois au niveau de la production des frottis et aussi de faciliter le déploiement de ce type de station. Question peut-être? Ah, voilà. Bonjour et merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. J'aurais 2 questions concernant votre approche. Tout d'abord, pour la microscopie augmentée par super résolution, y a-t-il un risque que le modèle génère des hallucinations, c'est-à-dire qu'il crée des artefacts ou de fausses structures lors de la reconstruction des images? Et ensuite, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la manière dont vous avez couplé les données de phase aux données d'intensité? Enfin, y a-t-il des publications liées à ces travaux spécifiques que nous pourrions consulter? Pour répondre à la première question, je pense sur les possibles hallucinations ou artefacts. Non, c'est pas possible dans les techniques qu'on développe, justement, parce qu'on injecte une connaissance modèle en fait, de formation des images dans les réseaux. Donc ça guide tellement, ça comprend tellement le réseau que les solutions qui va sortir pour reconstruire doivent répondre en fait, aux contraintes des équations physiques. Donc je pense que voilà, en ce sens, c'est pas l'apprentissage habituel. Les fonctions trou qui servent à l'apprentissage de ce type de réseau de neurones intègrent des contraintes physiques liées à cette imagerie et à la microscopie et donc ils minimisent ce type de... C'est pas qu'un moyen-âge statistique finalement de solution, c'est initialisation par une moyenne statistique, plus après un guidage vers la solution optimisée. Donc c'est un peu les positions sont un peu différentes de celles visuelles. Pour la deuxième question. Sur le couplage, Il y a eu des travaux de Houda sur... Oui, donc il y a des articles qui sont disponibles. Un des résultats qui est saillant, en tout cas sur le... Attends, une question préalable. Au niveau du couplage intensité et phase, en fait, c'est la reconstruction qui produit simultanément sur les mêmes objets, à la fois chaque canal d'intensité, le rouge vers le bleu, et chaque canal de phase. Oui. Et chacun des canaux est refocalisé individuellement au meilleur plan focus. Sachant que d'origine, les 3 plans les objectifs sont pas si apochromatiques que ça, et la mise au point précise en intensité et en phase n'est pas exactement au même endroit. Alors donc les travaux qu'on a fait permettent de régénérer chacun des canaux au focus optimum pour chacun des objets qu'on étudie. Donc c'est-à-dire que ça permet de s'affranchir des aberrations des objectifs, finalement de les compenser complètement. Parce que ce couplage, la notion de couplage, c'est-à-dire qu'en fait, c'est acquis d'un seul coup. C'est pas 2 techniques qui vivent leur vie indépendamment. C'est en même temps qu'on obtient une information d'intensité et de phase sur les mêmes objets. Et mieux que ça, elles sont recalées canal par canal. Et ensuite, effectivement, les publications disponibles. Sur les publications, je pense que un des résultats, donc il y en a qui sont disponibles. Je pense qu'on pourrait vous les faire parvenir, enfin au moins les références. Complètement.
Sur un- disponibles sur le site. On les mettra sur le site dans les Oui, résultats des projets. Oui, tout à fait. Et un des résultats qui est saillant, c'est finalement la séparation des classes qui apparaît dès qu'on met l'exploitation bimodale, donc de l'intensité de la phase simultanément. Donc on voit les distances entre les classes qui. Peut-être que tu peux citer si tu as le nom de l'auteur, enfin le journal et le. Donc c'est le premier, donc premier auteur, ça va être soit Ouda Hassini, qui était en thèse avec nous, soit Lies Bouchama, qui était aussi en thèse. Okay. Et donc des travaux 2020. Alors c'est 2023, 2022, 2024, je pense. Et les journaux, vous vous souvenez? On les mettra, mais c'est juste que. Il y a le biomédical optique. Ouais, biomédical optique express. Okay, bon, très bien. Il y a de l'optique express. Optique. Merci. On est pas mal, on a fait le tour. Peut-être juste un merci à tous. Un dernier point, du coup, pour ceux qui sont encore connectés, vous rappelez que la plateforme des données de santé, elle est là pour soutenir l'ensemble des projets de l'écosystème. Donc, si demain vous avez un projet qui souhaite accéder à un espace sécurisé, à des outils de traitement, travailler sur de la multimodalité, nous accompagnons l'ensemble de l'écosystème, donc avec des outils à l'état de l'art. Vous voyez, aujourd'hui, on a 247 projets accompagnés, 183 mobilisent notre plateforme technologique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on accompagne industriels, universitaires, hospitaliers, institutionnels sur leurs projets de réutilisation des données de santé. Et on vous donne rendez-vous donc pour le prochain épisode de Au cœur des données de santé, la recherche racontée par ceux qui la font, le 26 mai 2026 sur un sujet un peu différent. Comment le bruit impacte-t-il notre sommeil? Donc c'est un projet issu du premier appel à projet autour de la donnée de santé environnement coporté avec le Green Data for Health et l'Ecolab. Et du coup, l'équipe projet viendra présenter leurs travaux de chaînage de données de santé environnement. Donc, on vous donne rendez-vous le 26 mai. Je vous rappelle également que l'appel à projet est ouvert pour la 4e vague de cet appel à projet données santé environnement. Un grand merci, puis vous retrouverez la vidéo complète bien prochainement sur les réseaux. Bonne journée et merci encore.